rentre à la maison, il y avait les autorités administratives qui sont venues demander ma main. Et parmi elles, il y avait le maire de la ville. Le maire qui était très âgé, évidemment pour moi qui avait 17 ans, quelqu'un qui a presque la cinquantaine, il était très âgé. Ça ne lui dit rien que je sois fiancée. Il est le maire, il a vu une jeune fille, il veut l'épouser et il s'en fiche du reste. Je me réfugie très tôt dans la lecture. J'apprends qu'il y a une petite bibliothèque à l'église catholique. J'escalade le mur de l'église, j'entre comme ça dans l'église et je trouve la petite bibliothèque. Jusqu'à ce que mon père découvre que j'escaladais le mur de l'église. Il me pose la question pourquoi. Évidemment avec la chicotte à côté. Et mon père me dit tu es trop bête, la prochaine fois rentre pas à la porte. Vous n'avez pas besoin d'une femme qui sera totalement dépendante. Vous avez besoin d'une femme qui sera un soutien pour vous. D'une femme qui va se battre à votre côté. D'une femme qui va être la mère idéale pour vos enfants. D'une femme qui elle-même a fait des études, qui est indépendante et qui n'est pas là pour être la domestique des membres de votre famille. Je me réfugie très tôt dans la lecture et tu vas me demander comment, puisque je suis dans une ville où il n'y avait aucune librairie et aucune bibliothèque. Je découvre un livre un jour par hasard en accompagnant ma mère chez des amis. Je me rends compte que le livre raconte une histoire. Une histoire qui était aussi belle que les contes de ma grand-mère et de ma tante. Alors je décide qu'il faut que je trouve des livres. Mais où trouver des livres quand on n'a pas de bibliothèque dans la ville? À force d'investigation, j'apprends qu'il y a une petite bibliothèque à l'église catholique. Je l'ai dit, mon père est non seulement professeur de langue arabe, mais il est imam. Ah. Et donc, nous sommes dans une éducation très stricte. On va à l'école, on n'a pas le droit de regarder à gauche ou à droite. On prend le chemin, on arrive à la maison et on n'a pas le droit à une seule minute de retard. Donc ma mère, elle était focus là-dessus. Elle sait que c'est 20 minutes de trajet pour arriver à la maison, donc vous n'avez pas le droit d'arriver à 25. Bon, j'attends qu'il fasse la sieste. L'après-midi, vous savez, dans le nord Cameroun, il fait très chaud. Donc mon père et ma mère ont l'habitude de faire la sieste. Dès que je vois qu'ils sont en train de faire la sieste, je me faufile hors de la maison, je vole la route comme on dit. Je vais à l'église catholique. Au moment d'entrer à l'église, l'église n'est pas éloignée de notre maison. Mais sauf que devant l'église, il y a un petit marché. Et dans ce marché, il y a tous les tontons du quartier. Oui. Qui vont toujours aller raconter toutes les bêtises que vous avez faites. Donc, je contourne l'église. Je vais par derrière, je grimpe sur un arbre. Ah oui. J'escalade le mur. Faut pas me voir comme ça. Je suis maîtresse dans l'art de grimper aux arbres. J'escalade le mur de l'église. J'entre comme ça dans l'église. Et je trouve la petite bibliothèque. Et ça devient mon refuge. Et jusqu'à ce que mon père découvre que j'escaladais le mur de l'église, il me pose la question pourquoi. Évidemment, avec la chicotte à côté. Je savais que c'était mort, c'est pas la peine de mentir. Et donc, je dis la vérité. Et mon père me dit, tu es trop bête, la prochaine fois, rentre pas à la porte. Et c'est comme ça que j'ai la permission d'aller à l'église pour lire. Et je lis énormément. Je lis des livres que normalement, à mon âge, je ne pouvais pas comprendre. Je lis Les Misérables quand j'avais 10 ans. Ah oui, quand même. Oui, et puis vers 13-14 ans, je découvre la littérature africaine. Je me souviens, le premier roman que j'ai lu de la littérature africaine, c'est Le Vieux Nègre et la médaille. Ça me parle. Et puis ensuite, je lis Sous l'orage de Seydou Badian. Et à ce moment-là, je me rends compte que le livre, ce n'est pas seulement pour raconter des histoires qui sont certes belles, mais quand on parle d'une forêt en Irlande, forcément, ce n'est pas mon environnement. Mais Sous l'orage de Seydou Badian, j'avais 14 ans. On venait de me fiancer et je n'avais pas trouvé que c'était bizarre ou pas normal ou quoi que ce soit parce que depuis l'âge de 12 ans, j'ai des prétendants. Et depuis l'âge de 12 ans où je suis entrée au collège, eh bien, mes camarades de classe se mariaient les unes après les autres. On allait dans ces mariages-là. On trouvait que c'était normal. Et donc, c'est Sous l'orage de Seydou Badian me fait comprendre que j'ai raison de penser que ce n'est pas normal. Que j'ai raison de voir qu'il y a un problème. Ce mariage ne s'est pas fait tout de suite, pas à 14 ans. Parce que mon prétendant, ou plutôt mon fiancé à l'époque,
était étudiant. Et puis c'était un garçon que j'aimais bien parce que je ne le voyais pas. Donc il n'était pas menaçant. C'est quelqu'un qui était le grand frère de mes copines de classe. Je le voyais pendant les vacances. On parlait de musique ou alors des choses des ados. Et puis c'est tout. Donc s'il n'y avait pas une implication jusqu'à ce que j'ai 17 ans et que je vais, pendant la fête nationale, le 20 mai, défiler avec toutes mes camarades de l'école. Je tenais le drapeau parce que j'étais présidente du club journal. Je voulais devenir journaliste, mais journaliste présentant le journal de 20h à la CRTV. C'était très clair dans ma tête. Et pour ce défilé-là, quand je rentre à la maison, il y avait les autorités administratives qui sont venues demander ma main. Et parmi elles, il y avait le maire de la ville qui était très âgé, évidemment pour moi qui avait 17 ans, quelqu'un qui a presque la cinquantaine, il était très âgé. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai presque la cinquantaine aussi. Du coup, je ne me trouve pas si âgée que ça. Mais à l'époque, on l'appelait le vieux. Et on m'oblige à le rencontrer, à le voir. Mais tu es déjà fiancée à quelqu'un? Oui, mais ça ne lui dit rien. Parce tu parles de ton père? Non. Ah, le maire, ok. Le maire, ça ne lui dit rien que je sois fiancée. Il est le maire, il a vu une jeune fille, il veut l'épouser et il s'en fiche du reste. Il ne s'est pas posé la question, est-ce qu'elle veut ou pas? Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle va m'aimer? C'est pas, en fait, c'est juste, toutes ces questions ne se posent pas dans notre environnement. Et subitement, je me retrouve presque la chouchoute du quartier parce que ce n'était plus qu'une question de famille ou des parents. C'était la question de toute la ville, de savoir si le maire allait réussir à m'épouser ou pas. Et j'avais tous les vieux du quartier qui m'encourageaient à accepter, ou plutôt pas qui m'encourageaient à arrêter de faire la tête, qui me conseillaient d'être sage, entre guillemets. Ah, parce que tu avais marqué ton opposition. J'avais marqué mon opposition, je ne voulais pas le voir. Et ils m'ont obligée à le voir. Il, c'est qui? C'est tout mon entourage. Ok. C'est toute ma famille. C'est les amis de mes parents, etc. Mon père n'était pas d'accord. Mais même mon père n'a pas eu le choix. On a obligé mon père à accepter. Ce sont mes oncles qui m'ont donné un mariage. Et moi, pour ne pas le voir, parce que quand je suis arrivée en 5e, j'avais eu mes premières lunettes. Comme je l'ai dit, je suis très myope. Pour ne pas le voir, j'ai enlevé mes lunettes. Le jour du mariage? Non, le jour où on me demande de le rencontrer. Le deuxième jour où il vient et que je le vois, j'avais mes lunettes, mais je ne le vois pas. Est-ce que tu peux expliciter? Ça veut dire quoi, le rencontrer? Quel est le but de cette rencontre? En fait, il veut épouser une fille, il veut la revoir une deuxième fois. Mais il t'a déjà vu une première fois? Pendant le défilé. Ah! Il ne m'a pas parlé. Oui. Et quand il vient me voir pour pour moi, ça sera plutôt la première fois. La première, oui. En fait, il ne me pose pas la question, est-ce que tu veux m'épouser? Est-ce que tu es d'accord? Non. Il va dans son délire. C'est un acquis. Et voilà. Donc, et je n'écoute pas. Et je ne vois pas parce que je suis myope. Tu as enlevé tes lunettes. Pourquoi tu enlèves tes lunettes? Pour moi, c'était une forme de me révolter déjà. Je ne pouvais pas dire non parce que j'ai été éduquée pour ne pas dire non. Quand les grandes personnes me parlent, quand mes parents me parlent, quand ma famille me parle, je suis éduquée pour écouter et obéir, c'est tout. Donc, je n'ai pas une autre culture ou une autre possibilité, mais par la lecture, je savais déjà que j'étais déjà révoltée au fond de moi. Et donc, la deuxième fois que je le vois, il est venu à la maison. Lui, il préparait déjà le mariage. Et la troisième fois, c'était la nuit de noces. Et ça m'a complètement détruite. Complètement. Et j'ai fait pendant au moins 3 ans des dépressions, des maladies psychosomatiques, la boulimie, l'anorexie, des crises d'hypertension, des crises de spasmophilie. Si jeune. Je faisais des tentatives de suicide, mais les Nivaquine, c'est trop amer à avaler. Non, mais vraiment,
j'ai une phobie pour les médicaments et c'est ça qui m'a sauvé la vie. Parce que je ne savais pas d'autres moyens de pouvoir me suicider. Donc pour moi, se suicider, c'est avaler des Nivaquine. Bon, à l'époque, je dis des Nivaquine parce que c'était le médicament qu'on trouvait le plus et j'avais entendu dire que ça pouvait tuer. Donc, je prenais 2, 3, 4 et après, je me riais sur la boîte de chocolat. C'était beaucoup plus facile. Finalement, ça a été une forme de suicide puisque j'ai fini avec le diabète. Je prenais une boîte entière, vous savez, le chocolat à tartiner. Je pouvais manger toute la boîte et après, je vomissais. Et tout ça, toute la famille était totalement sourde à ma souffrance. Ta famille, à toi? Ma famille, mon entourage. Tout le monde savait ce que j'avais. Pourquoi j'étais aussi mal. Mais tout le monde préférait se dire « Ah, c'est sa coépouse qui a jeté un sort. » Tu étais la quantième épouse? J'étais la 2e à ce moment-là. Et on pouvait dire « Ah, c'est un djinn qui la hante. » Donc, il y avait toutes formes de raisons, toutes sortes de raisons, sauf la vraie raison. Et la vraie raison, personne ne voulait l'entendre. Et la vraie raison, peut-être finalement, moi-même, je ne pouvais pas l'exprimer. Jusqu'à ce qu'un jour, quand j'étais au plus mal, je tombe sur un agenda. Tout bête. Le genre d'agenda que les entreprises partagent à chaque fois. En début d'année. Voilà. Cet agenda traînait au sol. Dans mon salon, je le prends. Je me mets à écrire. Ce n'était pas prémédité. Je ne me suis jamais dit à aucun moment, à ce moment-là, que j'allais écrire un roman ou quoi que ce soit. Je me suis mise à écrire et quand j'ai levé la tête, il était peut-être 2h ou 3h du matin. J'avais vomi sur le papier toute la haine, toute la colère, tout le ressentiment que j'avais enfui pendant des années. Et je me suis sentie à ce moment-là bien libérée. J'avais vraiment bien dormi ce jour-là. Et à partir de là, je n'ai plus arrêté.